Mon analyse brutale du forfait de Rafael Nadal à Indian Wells, ça sent quand même fort la retraite cette histoire pour notre Rafa national. Djokovic le croque-mitaine, l'affaire Rublev, Sinner et Alcaraz, cette énorme fraude. D'après Twitter, c'est le programme de l'énorme retour aux affaires sur service volé. On n'a pas le temps de niaiser, on attaque juste après le sponsor de cette vidéo. Mon très cher Goat, cette vidéo est sponsorisée par Holly. Tu joues au tennis, tu regardes du tennis, cette boisson est faite pour toi. Holly te propose 3 gammes complémentaires, Ice Tea pour chiller, énergie pour te réveiller et hydratation pour te booster. Perso, je consomme les 3 en fonction de l'heure et des besoins de la journée, mais j'ai une préférence pour la gamme Energy qui m'a complètement permis de remplacer le café. Regarde par exemple avec ce petit sachet. Cet aigle. Holly utilise une caféine cristallisée qui évite le crash post-caféine classique et je confirme, ça fonctionne super bien, c'est vraiment un banger. En plus, avec leur système de sachet, beaucoup moins d'emballage, donc c'est super écologique et t'es ultra flexible quand tu es en déplacement, pas de sucre ni de taurine dans leurs recettes, des antioxydants et plein de vitamines dans leur gamme Ice Tea. On est sur un produit bon et sain à la fois. Pour découvrir leur offre, je te conseille vivement le pack découverte. Tu en as un qui te permet de tester les 3 gammes où tu peux te concentrer sur la gamme de ton choix et tester toute leur variété de goûts. 14 sachets, tu vas forcément kiffer. Dans la description et en commentaire épinglé, je t'ai mis mon lien perso. Tu as 5 € de réduction pour toute première commande avec le code SV5. C'est bientôt le printemps, c'est une super boisson, fais-toi plaisir. Allez, retour à la vidéo et à la première partie consacrée au forfait de Rafael Nadal, un forfait très important et qui a de nombreuses conséquences. Vous allez le voir sur la suite, on commence par les mots de Rafa. Le communiqué est tombé à 3 h du thum la nuit dernière, donc il nous explique « C'est avec une grande tristesse que je dois me retirer de cet incroyable tournoi d'Indian Wells. J'ai travaillé dur et je me suis entraîné, et vous savez tous que j'ai passé un test ce week-end. » Donc il fait référence au Netflix Slam, dont on va reparler d'ici quelques instants, mais je ne me sens pas prêt à jouer au plus haut niveau lors d'un événement aussi important. Et la dernière phrase là, elle me semble très importante. « Ce n'est pas une décision facile. C'est une décision difficile en fait, mais je ne peux pas me mentir à moi-même, ni mentir aux milliers de fans. » Ok, bon déjà, la première observation qu'on doit se faire par rapport à ce forfait, c'est qu'il n'est pas du tout étonnant. Mais j'ai une première question à vous poser déjà dans les commentaires. Qu'est-ce qui branle à Las Vegas? Qu'est-ce qu'il fait à jouer sur dur en mars? Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas cette programmation. Elle est lunaire pour moi. Elle est lunaire dans le sens de la compétitivité, de la préparation à des grands résultats, mais elle est compréhensible pour une mini tournée d'adieu. Pour se dire, bon, on se fait kiffer, on fait une exhibition à Las Vegas avec le petit bro Carlos Alcaraz, on va à Indian Wells parce qu'on sait que Rafa adore ce tournoi, c'est un de ses tournois préférés. On fait comme ça des petits événements Brisbane pour essayer peut-être d'aller jouer une dernière fois l'Open d'Australie. Sa programmation, à mon sens, répond vraiment à une idée de je vais bientôt arrêter et je vais me faire kiffer, je vais juste aux endroits où j'ai envie d'aller. Mais je suis pas dans une idée de performance. Et là, déjà tout de suite, on se dit il y a quelque chose d'antinomique entre un Rafael Nadal qui joue au tennis, mais qui sait pertinemment que la performance ne sera pas là. Là, il y a quelque chose qui cloche. Alors, on a vu ce qui s'est passé au Netflix Slam. Si vous avez regardé cet événement, moi j'ai trouvé que c'était très bien produit déjà, il faut le dire. Qualité d'image, Roddick et Agassi en cabine. On avait également Jim Courier, donc c'était très bien présenté. Un événement plutôt carré, à l'américaine bien sûr. Mais ce qu'on a pu voir surtout, au-delà du fait que c'était une exhibe et que les deux joueurs ne se livraient pas, c'est le niveau de jeu actuel de Rafa. Et je suis désolé de le dire comme ça, et je pense que ça va briser le cœur peut-être de certains d'entre vous, les fans hardcore de Rafa, mais c'est cataclysmique. La qualité de déplacement, elle est tragique. Ses reprises d'appui, ses changements de direction, son temps de réaction, qui est lunaire, vraiment, il est en dessous de tout. Alors j'ai pas non plus envie de balancer mémé dans les orties, je sais plus c'est quoi l'expression, mais voilà, il est pas au niveau, il est pas prêt. Malheureusement, alors lui, il a beaucoup employé ces derniers mois et dans sa communication le terme illusion. L'illusion de pouvoir revenir, l'illusion de pouvoir faire un dernier grand run, un dernier grand combat à Roland-Garros ou aux Jeux Olympiques, c'est ça qu'il porte, c'est ça qui le motive, et c'est cette habitude, également chez Rafa, des blessures, des retours, le retour éternel, c'est le thème global, c'est le fil conducteur de la carrière de Rafa. Mais la réalité actuellement, c'est qu'il oscille entre réminiscence de son passé, cette conviction, cette croyance, cette illusion, mais on a une réalité brute, crue, qui est que il est pas au niveau, il est à la rue au niveau physique. Et la logique actuellement, c'est de se dire, le point de rupture définitif dans la fin de carrière de Rafael Nadal, c'était Roland-Garros 2022. C'est un tournoi qu'il remporte en étant sous infiltration du début à la fin. Il va avancer ensuite à Wimbledon, il va complètement exploser, et on voit, tout son corps est en train de se craqueler, c'est comme une voiture là, et on a les roues qui sont en train de se barrer, et lui veut continuer, il n'arrive pas
à s'arrêter nécessairement. Et puis on est habitué à la communication pessimiste de la part de Rafa, mais là je trouve qu'on avait emprunté un chemin encore plus profond. Quand il dit bon, mon seul objectif finalement à Indian Wells, c'est sur cette mini tournée aux États-Unis, c'était de pas me blesser, de pouvoir continuer à avancer, de revenir sur terre battue. Et moi, ce qui m'amuse, parce que je le ressens au fond de moi-même, et je suis sûr que certains d'entre vous ont cette même idée ancrée en eux, c'est que c'est Rafa, et qu'il nous a tellement habitués à revenir qu'on peut pas non plus insulter l'avenir. On peut pas se dire « Ah non, c'est impossible qu'ils reviennent à Roland-Garros, parce que Nadal et la terre battue, ensemble, ça a créé quelque chose d'unique, de mythologique. » Et on est un peu prisonnier de ça quelque part. Et je suis pas loin de penser que lui aussi, il a cette croyance surnaturelle que « Ok, amenez-moi là, d'ici quelques mois, à Roland-Garros, dans une forme plus ou moins correcte, et si mon corps pète pas, donc il y a beaucoup de si, hein, bien sûr, mais je suis sûr qu'au niveau de sa conviction profonde, il se dit « Mais si je suis plus ou moins en forme, personne ne peut me battre à Roland-Garros, je peux le faire, je peux y arriver. » Et c'est cette croyance surnaturelle qui caractérise ce joueur, qui caractérise ce champion, et qui caractérise peut-être les plus grands champions de l'histoire du jeu. C'est d'avoir un fonctionnement interne, une logique interne qui dépasse la compréhension des humains normaux, comme vous et moi. Bref, ce sera désormais pour Rafael Nadal un retour prévu sur terre battue, donc on peut imaginer à Monte-Carlo et sur les autres tournois, s'il arrive à jouer, s'il arrive en bonne santé. C'est bien sûr la grande question qu'on doit se poser. Moi là je vous le dis, maintenant tout de suite, début mars 2024, je n'y crois plus du tout. Vous pouvez me ressortir cette séquence d'ici quelques semaines et quelques mois. J'espère bien sûr me tromper parce que j'ai envie de revoir des grands matchs avec Rafa, mais j'y crois plus du tout. Mais même si j'y crois plus, et que lui a l'air de faire un entre-deux assez étonnant entre calendrier, kiff, mais en même temps essayer peut-être d'aller chercher un dernier grand frisson, je trouve que la situation dans laquelle il est, elle est magnifique, elle est belle, c'est un crépuscule, ça a quelque chose de tragique de voir un géant s'effondrer, de voir un mythe du tennis, un mythe du sport terminer sa carrière comme ça sans vraiment le décider. On a l'impression que c'est un peu la même chose pour Murray. Murray, s'il pouvait continuer pendant 10, 15, 20 ans, il continuerait volontiers. Mais je trouve qu'il y a une beauté dans cette séquence. Et profitons, voilà, tout simplement, des derniers matchs, des derniers instants de Rafa sur un court de tennis. Parce que, quand même, mine de rien, sacré loustic. Allez, on enchaîne avec le deuxième segment que je vais appeler l'affaire Rublev. Parce qu'il y a beaucoup de choses importantes à dire, je trouve. J'ai été très déçu globalement du traitement médiatique sur cette affaire, à quel point l'analyse a été manichéenne, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais de la part de certains journalistes tennis également. Donc on va revenir sur cette séquence parce que je trouve que la réalité, elle est dans la nuance, comme souvent, mais là particulièrement dans cette histoire. Donc il a été exclu en demi-finale du tournoi de Dubaï par l'entremise du témoignage d'un deuxième juge de ligne qui a cru entendre des insultes en russe. Après moult palabres, il a été disqualifié, mais il a fait appel de cette sanction, donc il est resté complètement silencieux pendant cette phase de l'investigation. Il a récupéré ses points finalement, 200 points ATP, il a récupéré son prize money, 150 000 $. Pour rappel, Andrei Rublev, c'est 22 millions en carrière de prize, sans compter les sponsors. Et donc au final, tout ce qui va rester pour lui, pour cette séquence, c'est 36 400 $ d'amende. Voilà, c'est tout ce que Andrei Rublev a payé. Alors, on va aller tout de suite sur le cœur du sujet, c'est qu'on a totalement occulté l'essentiel de ce giga craquage de la part de Rublev. C'est que déjà, il a récidivé. Avant, la violence était tournée sur lui, maintenant elle commence de plus en plus à être tournée sur les autres. On l'a vu face à un photographe à Shanghai et encore une fois là, à Dubaï. Mais qu'il ait dit des insultes ou pas en russe, on s'en tape, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il s'est rapproché à 1 mètre du visage d'un type qui faisait simplement son boulot et qui avait raison in fine, et qui lui a hurlé dessus. Tu ne peux pas faire ton travail, et surtout en 2024, et te faire menacer, te faire hurler dessus comme ça, et te faire intimider, ce n'est pas possible. Quand je vois le post ensuite de Rublev, et bon, il a parlé à une journaliste russe, mais l'idée c'est que tu peux pas pourrir quelqu'un comme ça publiquement, et ne pas t'excuser publiquement derrière. C'est basique, c'est simple, mais c'est l'empathie. C'est de l'empathie, c'est juste traiter les humains normalement. Et je trouve que c'est une affaire qui symbolise tellement l'époque dans laquelle on vit, avec d'un côté les puissances qui ont tellement de pognon qui peuvent se permettre de marcher sur les autres, ils s'en battent les reins. Ça a été protégé en plus par l'ATP, l'ATP a tout fait pour bloquer tout ça. Tous les joueurs ont fait front également, tous les joueurs ont dit « ouais », public notamment, il a carrément dit « ouais, on peut se débarrasser des juges de ligne, ils servent à rien ». Par contre, c'est les joueurs qui font le spectacle. On retrouve ça dans les propos de Kyrgios, de plein d'autres joueurs. Même Adrian Manarino s'est mis dans la boucle.
Et on a vu donc ce réflexe corporatiste dans la défense. Les joueurs de tennis sont complètement déconnectés du réel, quoi. Il n'y a pas un soupçon d'empathie. Ils pensent qu'à leur gueule, qu'à leur poing. C'est eux les joueurs de tennis, c'est eux qui font tourner le business. Ils sont bien conscients de ça et ils sont soutenus par l'ATP. Parce que finalement, ce qui est le ver dans le fruit de cette affaire Rublev, c'est ce qui s'est passé 2 ans plus tôt à Acapulco, avec Zverev, qui carrément frappe plusieurs fois la chaise de l'arbitre et qui prend, il prend 25 000 $ d'amende, 2 mois de sursis. Et donc on voit très clairement où se situe la priorité du côté de l'ATP. C'est pas de créer des conditions de travail saines et équitables pour tous ces acteurs, les plus petits comme les plus grands. Non, ça, rien à branler. On s'en fout. C'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est de protéger le produit. C'est de protéger les meilleurs joueurs de tennis, Zverev, Rublev, les autres, ceux qui dérapent. Et on peut même se demander si l'ATP protège tant les joueurs à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas des protections autres que ça qui échappent aux yeux du public. On sait par exemple que beaucoup de joueurs sur le circuit consomment de l'Adderall, qui est une amphétamine pour améliorer la concentration, et donc ils ont des AUT, des autorisations à usage thérapeutique pour pouvoir prendre ce type de produit. On sait également qu'en cyclisme, tout le monde est devenu, comme par hasard, asthmatique, ils ont tous leur ventoline avec eux dans leur poche. Et vous savez quoi? J'en veux même pas à Rublev, parce qu'il est le produit d'un système, il est le produit de son environnement. Quand vous êtes défendu par tous les autres joueurs, quand tous les joueurs font front, quand vous prenez un jet privé ensuite avec Medvedev et Khachanov, quand tous les autres joueurs ont l'air de pas vraiment avoir été choqués par ce qui s'est passé, bah vous êtes légitime, il n'y a pas de souci, ce que vous n'avez fait n'est pas grave, car tout l'environnement, tout le système autour de vous dit que vous n'avez rien fait. Le problème dans tout ça, c'est que nous qui voyons ça d'un œil extérieur, neutre, plus je vois le tennis, plus je vois ce type de décision inique, plus je me sépare du tennis, plus je me rends compte à quel point c'est un milieu qui est vicié, qui est pourri, à tous les niveaux. Bref, l'idée c'est de dire, c'est peut-être la bonne sanction au final, mais le fait qu'on ait totalement occulté le rapport humain, le simple rapport humain en fait, dans cette affaire, que ça n'a pas été le cœur de la conversation, je trouve qu'on est complètement passé à côté du sujet, et que malheureusement, ce cynisme grandissant en 2024 ne fait que proliférer si on continue à détourner le regard. Troisième point de cette vidéo, et là on va partir plus dans la preview d'Indian Wells, c'est une vidéo un peu fourre-tout, une vidéo somme, et voilà, je vous fais tout en un seul bloc, c'est Novak Djokovic, le Grog Mitten. Alors Novak, c'est le grand retour depuis la demi-finale perdue à l'Open Australie face à Yannick Sinner en ayant montré au niveau physique une performance plutôt inquiétante, et particulièrement dans les 2 premiers sets. Dans le 3e set, il va réussir à sauver les apparences en remportant le tie-break, mais globalement il a été dominé au physique, à la puissance, à l'impact. L'objectif premier pour Novak sur ce tournoi, c'est de continuer à engranger les titres. Il est à 98 titres en carrière. Le record, on le rappelle, c'est Jimmy Connors, qui n'est qu'à 11 titres simplement. Donc il est à portée, mais il faut continuer quand même à grinder et à remporter ces petits titres manquants. On pouvait penser que Federer allait dépasser Connors, mais il n'a pas réussi à le faire. Il est resté quand même à distance raisonnable. Novak ne s'est jamais caché de cet état de fait. Il chasse absolument tous les records importants du jeu, et ça en fait partie. Il va y avoir également, je pense, un thème important dans ce tournoi pour Novak Djokovic, c'est sa volonté de maintenir une emprise psychologique sur le circuit, et particulièrement sur la nouvelle génération. Ça, il l'a déjà évoqué en longueur en fin d'année 2022, par exemple, avec l'émergence des Rune, des Sinner, des Alcaraz. Il disait, bon, c'est ces gars-là que j'ai en ligne de mire. Et on a tout de suite vu l'illustration de ça, hein, avec sa prise de masse sur le haut du corps de 3 kilos entre 2022 et 2023 pour lutter dans l'engagement, dans la puissance face à cette nouvelle génération, et surtout en diagonale, en contre de coups droits. Ça, on l'a vu face à Carlos Alcaraz à Roland Garros, on l'a beaucoup vu dans ses oppositions, avoir cette arme supplémentaire, cette puissance en coups droits. C'est ce qui lui permet aussi de remporter l'Australian en 2023. Donc le concept, c'est ne pas laisser la nouvelle génération s'échapper. On rappelle, il est mené 3-1 sur les 4 dernières oppositions face à Yannick Sinner. Ça veut quand même dire quelque chose, ça, et surtout une victoire en Grand Chelem, une victoire en poule du Masters, une victoire en Coupe Davis, alors que Novak a 3 balles de match. Donc ça, ce sont des victoires qui ne sont pas du tout anodines, et je me demande vraiment si Novak ne va pas traiter cette Indian Wells comme il a traité Cincinnati 2023, une manière de remettre son syndrome de Stockholm, cette emprise sur la nouvelle génération. Et un dernier élément que je vais observer avec beaucoup d'attention, c'est est-ce que Novak va amener des petites nuances, des stratégies différentes dans son jeu. Ça, au niveau tactique, il faudra le regarder, donc je vous invite à regarder même les premiers tours de Novak pour pouvoir observer ça. Ça va être super intéressant à suivre, parce que Novak, il reste rarement insensible
quand il subit une défaite cuisante et surtout en grand chelem sur les tournois importants, il revient avec des nouvelles idées, avec des nouvelles méta si possible, même si l'idée ce sera quand même de ne pas griller toutes ses cartouches non plus sur un tournoi qui reste un tournoi de mise en gamme, de début de véritable saison 2024, l'Open d'Australie étant un tournoi quand même assez particulier, un peu déconnecté du reste de la saison. On regardera par conséquent avec beaucoup de gourmandise sa progression. Est-ce que ça va au niveau physique? Est-ce que le coude, l'épaule, tout ça, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est à 100%? Parce qu'on va avoir un été quand même de costaud avec beaucoup d'événements en enfilade et on est en année olympique. Carlos Alcaraz. On va parler de Carlos Alcaraz. Alors la fraude, selon Twitter, surcoté. Il a remporté ses 2 grands chelems totalement par accident. Il était sur un nuage, mais en fait, il est nul. C'est une évidence. Donc Carlitos jouera Arnaldi sur son premier tour. Ensuite, ce sera Félix Auger, nullissime ou inqualifié. Puis on aura un 8e de finale. Attention, face à Jarry ou Khachanov. Jarry qui l'a battu à Buenos Aires il y a quelques semaines maintenant. Alors Carlos Alcaraz, il est confronté à un problème. C'est le problème des créatifs. C'est-à-dire que quand tu as trop d'options dans ton jeu, tu peux plus facilement perdre le fluide. Tu peux perdre la direction, la dynamique de ton jeu. Mais tu ne peux pas non plus avoir fait le dernier jeu à Wimbledon en finale face à Novak Djokovic et être, 9 mois après, un énorme peintre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une évolution possible. Nonobstant, ce que l'on observe ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est qu'il panique plus facilement dans le jeu, il a du mal à trouver la bonne solution au bon moment, et puis surtout, je trouve qu'il n'est pas du tout tranchant sur les points importants, sur les balles de break. Alors ça, j'ai regardé avec beaucoup d'attention, très attentivement. Dans le top 5, c'est le joueur qui est le moins lucide, le moins performant ces derniers mois sur les points importants, sur ses balles de break. Donc il faut réussir à solutionner ça. Peut-être arrêter de vouloir faire le hot shot sur les balles de break, les grosses accélérations. Mais on sait qu'il adore ça, on sait que ça le galvanise, mais il faut réussir à trouver le bon réglage sur une mécanique qui est une véritable Formule 1 du côté de Carlitos. Donc on est dans la phase 2 de sa carrière. Il faut peut-être... comprendre que désormais, les adversaires ont compris que si tu insistes, si tu l'attaques, si tu le fais défendre, et particulièrement côté revers avec son manque d'allonge, bah ouais, il n'est pas si performant que ça. Si tu le maintiens à 3, 4, 5 mètres de ligne de fond, c'est plus le Carlos Alcaraz à l'intérieur qui peut dominer, qui peut utiliser toute sa palette technique et tactique, ses amortis, ses accélérations, et qui est complètement létal. Un dernier point du côté de Carlitos, c'est que je suis pas convaincu, mais alors pas convaincu du tout, par la gestion récente de son calendrier. Alors on sait qu'il a touché beaucoup d'argent pour aller en Amérique du Sud, mais aussi sur le Netflix Slam, 1 million de patates, on a parlé sur ce match, plus les cours privés à 150 000 $, bref, des sommes assez délirantes. Mais c'est un peu dommage à 20 ans d'aller faire une exhibition alors que tu viens de te blesser à la cheville, et que ta priorité, ça devrait pas être ça, ça devrait être de retrouver ta confiance, ton niveau de jeu. Alors oui, la tentation d'aller jouer face à son idole Rafael Nadal est grande, mais aussi peut-être, c'est le moment pour son clan, son équipe, ses proches, sa garde rapprochée, de lui dire, là en fait t'as une phase de ta carrière où on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de chasser l'argent, l'argent vient avec les résultats, avec les gains en tournoi et les sponsors, mais on n'a pas besoin de faire des exhibitions, surtout quand on dit par ailleurs que le calendrier est saturé, qu'on n'arrive pas à récupérer, et c'est à cause de ça qu'on est blessé, en substance. Ah non, c'est peut-être aussi parce que tes priorités ne sont pas les bonnes, et qu'aller jouer à Las Vegas avec un 9 sur la cheville, et on voit sur le premier set, il s'engage pas du tout, Juan Carlos Ferrero qui est interrogé et qui dit de toute façon là au niveau des déplacements on va pas non plus se sursolliciter. Ok, c'est la poule aux œufs d'or, mais ça manque un peu de logique sportive. Ok, Yannick Sinner, l'invincible, l'invaincu, peut-être le meilleur joueur actuellement sur le circuit. On va faire court, rapide, intense, on va aller directement sur l'essentiel. Ma question sur cet enchaînement en mars, sur le Double Sunshine, c'est comment va-t-il gérer ce nouveau statut? Il n'est pas habitué depuis le début de sa carrière à être le favori numéro 1, à avoir la pancarte. Et bien là, il est attendu comme le loup blanc sur cet enchaînement. La gestion physique également, c'est pas un joueur qui a produit par le passé des grands enchaînements physiques sur 6, 9 mois, 12 mois, donc ça va être important de le voir. Est-ce qu'il a progressé à ce niveau? Et c'est peut-être pas non plus le moment d'être à son maximum au niveau physique, parce qu'il y a un pic de forme à créer plutôt fin mai avec Roland Garros, Wimbledon où il sera l'un des 2 favoris, et les Jeux Olympiques par ailleurs. On a cette question de l'endurance, on a également les retours des joueurs là qui nous disent très clairement, bon, Indian Wells cette année c'est pas comme avant, c'est beaucoup plus rapide, donc ça peut être à son avantage, je pense, vu son jeu, vu la nature de son tennis. Il faudra voir également si son jeu de peu de marge peut rester constant dans le temps. Ok, la partie tennis, c'est dans la boîte. Si vous n'étiez là que pour ça, vous pouvez retourner à vos activités essentielles. On va parler juste vraiment rapidement de ce qui s'est passé en février. Et justement, en fait, ce qui s'est rien passé parce qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, même si j'ai repris au bout de 2 semaines de manière très très light
sur Eurosport et sur le mag également, avec la forme, l'état du moment, essayer de maintenir un peu un semblant d'activité, parce que je crois pas non plus en l'arrêt total pour arranger les choses. Je pense qu'il faut quand même rester un petit peu actif pour voilà, remonter la pente. Sans entrer dans les détails, il y a eu un gros problème de santé, je pense que vous l'avez compris, vous avez capté, qui a accéléré une forme de saturation mentale, donc c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. C'est... Tu sais plus trop comment prendre le problème, qu'est-ce que tu solutionnes en premier. Bon, là ça va un petit peu mieux. J'aimerais pouvoir être revenu là, début mars, avec un super plan machiavélique, avec une promesse que ça n'arrivera plus jamais, que je pourrais reprendre la cadence qui était la mienne ces dernières années. Bah non, en fait, j'ai pas trop la solution par rapport à ça. Donc, on va avancer à vue, on va un peu avancer au feeling, on va avancer au plaisir, ce qui m'a porté aussi au début, l'énergie qui m'a porté sur le début de cette chaîne. Pourquoi j'ai créé cette chaîne? Je me reconnectais avec ça. Je pense que je me suis un peu paumé sur la fin 2023, début 2024. Là, je suis un peu allé dans toutes les directions. Donc, l'idée, ça va être de recentrer, de se raccrocher... C'est très bête ce que je vais dire, mais de se raccrocher à notre amour mutuel du jeu, du tennis, de ce que j'ai vu aussi, de votre empathie. Je parlais du manque d'empathie par rapport à l'affaire Rublev. J'ai ressenti, j'ai vu beaucoup d'empathie de votre côté. Il y a eu, je pense, 1 millier de messages. Bon, je les ai pas tous lus tout de suite parce que émotionnellement j'étais en vrac. J'ai repris un peu tout ça au fur et à mesure, par petites grappes. Donc, ouais, c'est incroyable. Et en même temps, je vous l'ai dit, je fais pas ça pour ça. Il y a un conflit interne parce que j'ai pas envie d'exposer ça, mais en même temps ça me paraît important de le montrer. Je sais qu'on est un peu tous dans le même bateau aussi. Certains d'entre vous ont des galères identiques, voire pires que ce que j'ai vécu. Et vous n'avez pas non plus une plateforme comme ça pour exposer vos problèmes, vos malaises. Il y a un peu... Je peux pas m'empêcher de le penser, il y a un peu une forme d'indécence de parler de ça, mais en même temps, je trouve que c'est nécessaire, donc voilà, bref, il y a ce conflit-là. Je sais pas trop quoi en faire, j'ai décidé de m'en foutre. Dans tous les cas, je suis heureux d'être là, je suis heureux de vous retrouver, je pense que c'est ça le plus important, c'est de vous retrouver, de revivre des émotions ensemble, d'essayer, moi, de construire ma vision, des analyses, etc., de les partager avec vous, de voir un peu ce que vous en pensez, d'être parfois repris, alimenté par vos commentaires qui rajoutent certaines couches au niveau de l'analyse, de faire vivre en fait ce truc, ce terreau, cette passion, cette énergie, ce truc originel qui a fait que j'ai créé Service Volé. Donc on va avancer comme ça, on va essayer de voir ce que ça donne sur le printemps et l'été, saison plus cool, saison plus favorable, et puis on se retrouve donc en tout début de semaine prochaine pour la suite, pour les digests d'Indian Wells. Je serai présent tout le week-end en émission, donc samedi, dimanche, lundi. Merci d'être là, merci de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, la partager, la commenter, vous abonner, faites tout ce que vous voulez. Mais juste le fait d'être là, c'est déjà beaucoup. Merci à mon partenaire Holly, qui m'a accompagné sur cette reprise sur Service Volé. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, et mangez des oranges sanguines.